parce qu'on a beaucoup discuté, ils ont beaucoup travaillé, ils disent l'annulation n'arrivera pas tout de suite, mais le moratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne rembourse plus les intérêts. Vous nous laissez de l'oxygène. On étale cette dette et on peut peut-être mettre tout le monde d'accord autour de cette idée. Mercredi soir, le G20 Finance doit acter, je touche du bois, en tout cas on y a mis toute notre capital politique, de ce moratoire sur les dettes à l'égard de l'Afrique. Moratoire qui touche les membres du Club de Paris, mais aussi la Chine, la Russie, l'ensemble des économies du Golfe et les grands bailleurs multilatéraux. C'est une première mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de la crise, on laisse les économies africaines respirer et ne pas servir les intérêts de la dette. C'est une étape indispensable et je pense que c'est une formidable avancée. Maintenant, elle doit précéder d'autres étapes sur lesquelles nous devons travailler, qui sont des étapes de restructuration de la dette africaine. Il faut le faire sans évidemment pénaliser les pays africains qui sont les plus rigoureux et qui se sont attachés à avoir une politique de soutenabilité. Mais on ne peut pas non plus dire cet effort il sera fait que par quelques-uns et les autres ne le feront pas. Il doit être, si je puis dire, le même chez tous les grands bailleurs. Les Chinois sont détenteurs de quelques 40% des créances actuelles sur l'Afrique. Est-ce que vous en avez parlé avec le numéro 1 chinois, Xi Jinping? Est-ce qu'il est d'accord pour rééchelonner cette dette, voire pour l'annuler, comme vous l'avez demandé? Alors, je n'ai pas eu une discussion avec lui sur ce sujet. Je sais pour lui l'importance que revêt la Chine. Je ne doute pas une seule seconde que revêt l'Afrique, pardonnez-moi, j'ai fait un lapsus. Je ne doute pas une seule seconde que pour le président chinois, la situation aujourd'hui de l'Afrique justifie un geste de cette importance. Donc c'est une discussion que nous aurons, soit dans le cadre d'un G20, s'il pouvait se tenir dans les prochains jours ou prochaines semaines, soit sur le plan bilatéral, parce que je vais le solliciter sur ce point. Mais je pense que c'est un geste important que la Chine, en effet, doit faire pour accompagner ce travail. Ce qui est sûr, c'est que vous avez rappelé les chiffres. La Chine est aujourd'hui un grand bailleur du continent africain. Tous les bailleurs du continent africain doivent être dans cette logique d'effort pour aider le continent africain à traverser cette crise. Et donc, elle y aura son rôle et sa part. Et les créanciers privés? Je l'ai dit tous. Je veux dire, moralement, humainement, c'est notre devoir de manière partenariale avec l'Afrique. Et donc, je pense que les bailleurs publics, privés, bilatéraux et multilatéraux doivent s'engager dans cette logique. Moi, j'ai donné un horizon. Maintenant, on doit réussir tous à se mettre autour de la table et mener ce travail. C'est inédit. Un mot sur la question monétaire dont vous avez parlé tout à l'heure. En Afrique, les pays les plus touchés par la crise économique consécutive à ce virus, ce sont les pays pétroliers d'Afrique centrale. Est-ce qu'une dévaluation du franc CFA est à craindre dans la zone CEMAC? Écoutez, on n'en est pas là et là-dessus, je pense qu'il faut toujours essayer de la stabilité et de la cohérence d'une politique régionale. Ce qui est vrai, c'est que plusieurs pays qui ont une forte dépendance au pétrole, mais vous savez, il y a aussi une baisse très forte de plusieurs matières premières, je l'évoquais, sont aujourd'hui en situation extrêmement difficile, sur le plan budgétaire comme sur le plan du régime de change. Et donc, c'est une discussion, c'est absolument pas à moi de dire ça aujourd'hui, c'est avant tout aux leaders de ces pays et aux instances régionales à en décider. Notre rôle, c'est d'accompagner les leaders de ces pays, leurs acteurs économiques comme leurs institutions, pour absorber ces chocs et aider à réussir. Et aider à ce qu'on lutte contre la pauvreté et qu'on permette aux opportunités économiques, justement, de se multiplier. Dans une tribune à Jeune Afrique que vous avez dû lire, un certain nombre de grands intellectuels appellent eux aussi à la mobilisation, notamment des chercheurs africains, des diasporas africaines, mais ils ajoutent attention au catastrophisme et au paternalisme de certains pays du Nord. Cette épidémie offre à certaines chancelleries occidentales matière à réactiver un afro-pessimisme d'un autre âge. Je ne suis pas pour l'afro-pessimisme, ils ont raison. Je l'ai dit à Ouagadougou en novembre 2017. Moi, je crois très profondément dans l'Afrique, dans la jeunesse africaine, dans les capacités de l'Afrique. Et je pense que le destin de la France dans le siècle qui s'ouvre, et ma génération comme les leaders qui viendront et les autres générations de dirigeants économiques, intellectuels, politiques, français et européens, c'est plutôt d'être des partenaires, d'aider les Africains à réussir qu'en effet essayer de leur expliquer les choses. Et donc, je comprends très bien l'état d'esprit de cette tribune. Et je la partage. Et d'ailleurs, moi, je pense que notre rôle, c'est de bâtir avec les Africains ce qui est utile pour eux. Et donc, c'est plutôt d'essayer de voir ce que
en Afrique émergent comme solution, d'ailleurs des Africains en Afrique comme des diasporas, et de les aider à advenir et à se multiplier. Les diasporas sont en train d'inventer des choses formidables. Il y a des initiatives, là aussi, pour répondre au sujet humanitaire. Il y a des initiatives sur le sanitaire. Donc, je partage l'esprit qu'il y a. Je pense qu'il faut simplement ne pas tomber dans le catastrophisme, parce que je crois profondément que l'Afrique, elle a la force morale et la résilience pour résister au virus. Simplement, elle a aussi des difficultés propres, et on doit l'aider à les surmonter par partenariat. Le coronavirus et la stratégie. Côté militaire, on apprend que 4 soldats français de l'opération Barkhane ont été testés positifs au coronavirus et que 3 d'entre eux ont été rapatriés. Est-ce que vous avez connaissance d'autres cas? Est-ce que les engagements pris à Pau pour renforcer le dispositif anti-djihadiste dans la zone des 3 frontières va être respecté ou pas? Alors, on a forcément des aléas qui sont liés au virus. D'abord, nous sommes très scrupuleux avec les militaires de la force Barkhane, et c'est normal. On a, dans un dialogue avec les 5 pays du Sahel où ils sont déployés, une politique sanitaire très rigoureuse. Ils sont mis en quarantaine avant d'arriver sur le sol, ils sont testés quand ils ont des symptômes, et ça vous montre le sérieux avec lequel tout ça est suivi. Et je pense que c'est parfaitement légitime. Nous continuons le travail, et d'ailleurs, les semaines qui ont suivi Pau ont montré l'efficacité des décisions que nous avions collectivement prises. Mes amis, justement, du Sahel avaient décidé à Pau de vraiment accélérer sur la mise en place d'un centre de renseignement commun à Niamey. Ça a été fait de manière très rapide. On en a obtenu les résultats, on a beaucoup mieux suivi les choses, et on a eu des opérations à succès dans Mitako, le Gourma et quelques autres régions contre les djihadistes. On a eu plusieurs opérations avec succès au Niger ou au Mali. L'opération se poursuit. Simplement, on a, si je puis dire, 2 choses qu'il faut prendre en compte par rapport au plan de charge que nous avions déployé à Pau. La première chose, c'est évidemment le Covid-19 qui ralentit un peu les choses parce que chacun a ses préoccupations sanitaires à gérer. Mais cela ne les divertit pas pour autant parce que les armées continuent à être mobilisées et nous continuons les opérations. Il y a des nouveaux cas dans l'armée française? Chaque jour. Non, il n'y a pas, à ma connaissance, de nouveaux cas. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une offensive extrêmement dure de Boko Haram et associée, si je puis dire, dans la région du lac Tchad. Et je veux ici redire notre solidarité à l'égard du Tchad et de son peuple, parce qu'ils ont été durement touchés. L'armée tchadienne a subi des pertes importantes dans un premier temps. Elle a ensuite réagi très fortement, mais ça a conduit l'armée tchadienne à se mobiliser, non seulement sur son sol, mais aussi au Nigeria, au Niger et au Cameroun. Et je veux saluer vraiment l'esprit de responsabilité, le courage des soldats tchadiens et du peuple tchadien qui, alors même que c'est un terrain d'opération très difficile, se sont mobilisés pour lutter contre justement ces mouvements terroristes et ont repris le terrain qui était perdu, ont aussi défendu la souveraineté de leurs voisins et se sont battus contre les terroristes. Et le président Déby l'a dit, mobilisé sur cette partie de son territoire, il n'a pas pu déployer le bataillon qui était prévu sur le fuseau central. Ça, c'est un changement par rapport à Pau, mais il est légitime parce que le terrorisme n'est pas que dans la zone des 3 frontières au Sahel, il est aussi dans la région du lac Tchad. Donc ça, c'est un coup dur pour le dispositif dans la zone des 3 frontières. C'est un coup dur, non, c'est un événement qu'il faut prendre en compte, auquel il faut apporter toute notre solidarité, et il faut noter que l'armée tchadienne a réagi avec beaucoup de force et a conduit à des opérations avec des vrais succès militaires et des pertes lourdes du côté de Boko Haram. Donc le front, il est sur plusieurs endroits, et donc il est normal d'être aussi mobile. Par contre, les choses avancent, il y a eu plusieurs points qui ont été repris, et des pertes lourdes du côté des djihadistes dans la zone sahélienne à la suite de Pau. Mais donc Pau avance, l'agenda de Pau avance, nous continuerons à être avec les forces Barkhane, mais aussi avec nos partenaires européens et internationaux, en soutien complet des gouvernements et des peuples du Sahel. Et donc pour moi, la prochaine étape, c'est de faire ce qui était prévu il y a quelques semaines et qui a dû être décalé au niveau multilatéral, mais qui est d'aller chercher nos autres partenaires européens et internationaux pour accroître l'association à la lutte contre le terrorisme et cette fameuse force Takuba, accroître l'engagement pour aider les armées africaines à monter en capacité et accroître l'engagement financier pour aider à consolider soit la partie développement, soit la partie retour de l'administration dans toutes les zones difficiles. Et le sommet de Nouakchott est maintenu. Les quatre piliers de Pau, ce sont ceux-là, et le rendez-vous de Nouakchott est maintenu.
Il y a 2 semaines, c'était au micro de RFI et de France 24, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a lancé un appel vibrant à tous les belligérants de tous les pays en guerre pour qu'ils respectent une trêve coronavirus. Alors on a vu un groupe de séparatistes camerounais qui a entendu cet appel, on a même vu l'Arabie Saoudite qui semble avoir entendu cet appel en ce qui concerne le Yémen. Comment se fait-il que vous, les 5 pays permanents du Conseil de sécurité, vous n'ayez pas relayé cet appel ? Alors la France l'a relayé fortement cet appel, mais chacun l'a relayé. Ce que nous souhaitons, c'est en effet, c'est ce qui est en creux, je pense, dans votre question, que pour la première fois, sous cette forme ad hoc, les 5 leaders de ce qu'on appelle le P5, c'est-à-dire les 5 leaders des pays membres permanents du Conseil de sécurité, puissent ensemble faire un point et relayer cet appel et même porter plus loin plusieurs de leurs préoccupations. Et donc, je souhaite que dans les prochains jours, nous puissions aller en ce sens. Le président Xi Jinping m'a confirmé son accord, le président Trump m'a confirmé son accord, le Premier ministre Boris Johnson m'a confirmé son accord. Je pense que, à coup sûr, le président Poutine sera d'accord aussi. Le jour où il l'est, nous pouvons avoir cette visioconférence et donc le relayer avec beaucoup de solennité, de force et encore plus d'efficacité. Dans les prochains jours ? Je l'espère. Vous avez parlé récemment avec Vladimir Poutine ? Je lui ai parlé au début où nous avons lancé cette initiative. Depuis que j'ai eu les confirmations fermes des autres leaders, je ne lui ai pas parlé et donc je compte le faire dans les prochaines heures. Les Français de l'étranger, il y a les non-résidents, c'est-à-dire les touristes, les visiteurs, et puis il y a les résidents, les expatriés. Beaucoup vivent dans l'angoisse. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? La France protège tous ses enfants. Et donc, dans les pays où vous êtes, il faut suivre les règles de confinement les plus strictes, être en lien avec l'ambassade, le consulat. S'il y a un moindre soupçon, être en lien donc avec les services de santé, avec un protocole qui est élaboré par le quai en lien avec chaque ambassade, qui permet justement de protéger. Dans l'idéal, évidemment, compte tenu des contraintes sur le lieu de résidence, mais avec aussi, comme ça existe toujours, les évacuations sanitaires pour les cas les plus critiques lorsqu'ils existent. J'ajoute à ça juste un point, c'est aussi que nous sommes en train de travailler pour certaines situations à une politique de soutien aussi pour certains de nos ressortissants qui sont dans la difficulté compte tenu justement des fermetures de certaines économies pour qu'il y ait un soutien aussi économique et social à l'égard de certains de nos ressortissants. Car je pense que c'est une réponse indispensable. Et donc, dans les prochains jours, avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, nous finaliserons une réponse aussi en soutien sur ce sujet. Et si les quelques 3 millions de Français qui résident à l'étranger se mettent à vouloir rentrer un jour, comment vous allez gérer un tel rush ? Il y a une planification qui est justement faite au Quai d'Orsay. Je ne pense pas qu'on soit jamais dans la situation où il y ait partout du monde entier, les Françaises et les Français, qui seraient amenés à revenir. Mais nous devons nous préparer d'abord, et dans un premier temps, à gérer dans les pays auprès de nos ressortissants des situations qui viendraient à se compliquer. Et donc c'est la priorité. Ensuite, de nous mettre en situation de rapatrier si besoin était, mais uniquement en situation de crise et avec du discernement. Avec des plans en coordination avec le ministère de la Défense. Exactement. Monsieur le Président, merci d'avoir reçu Radio France Internationale. Merci à vous. Courage dans cette période et je veux vraiment avoir un message d'amitié d'abord pour tous nos amis d'Afrique. Je le dis aussi parce que vous l'avez évoqué, il ne faut pas avoir de catastrophisme. Et je veux le dire aussi parce que j'ai été frappé comme vous que des propos inconséquents qui ont été tenus par certains chercheurs français ont blessé à juste titre nos amis africains. Et je veux ici les condamner avec beaucoup de force et dire que la France n'a jamais considéré que l'Afrique était un lieu d'expérimentation de la médecine. C'est aussi pour ça que j'ai eu toutes ces précautions quand vous me parliez de la chloroquine. On est en France aux essais cliniques sur l'hydroxychloroquine et azithromycine. Donc ce qui est en France à l'essai clinique, chez mes amis, doit rester à l'essai clinique et pas au niveau du traitement répandu. Et je veux donc avoir ce message d'amitié, d'excuse. Et je veux, à l'égard de tous nos compatriotes qui vivent à travers l'Afrique, avoir le même message d'amitié à l'égard aussi de tous vos collègues qui font ce beau métier d'informer. Ils le font parfois dans des conditions encore plus difficiles, avec de la peur pour eux et des conditions sanitaires dures, et je veux vous en remercier. Monsieur le Président, merci. Merci à vous.